Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. On vient de vivre une semaine de montagnes russes marquée par des annonces fracassantes et des retournements spectaculaires. Donald Trump a secoué la planète en imposant des droits de douane sur la quasi-totalité des pays du monde avant de faire machine arrière mercredi en suspendant ces mesures pour 90 jours. Pour tout le monde, sauf pour un pays, et pas des moindres, la Chine. Le président américain concentre toutes ses flèches sur Pékin. Il taxe au niveau astronomique de 145% la majorité des produits chinois entrant aux États-Unis. La Chine n'a pas cédé. Dans ce poker géant, elle a riposté coup pour coup en augmentant ses propres surtaxes sur les produits américains à 125% et en déployant d'autres mesures de rétorsion. On le voit, les tensions sino-américaines atteignent des proportions délirantes. Mais c'est un affrontement qui dépasse les simples enjeux commerciaux. C'est une bataille pour la domination, pour le statut de première puissance mondiale qui se joue ici. Alors Alain, j'aimerais qu'on commence en se demandant pourquoi est-ce que Donald Trump a choisi cette stratégie-là, la stratégie tarifaire, pour mener cette nouvelle guerre contre la Chine. D'abord, c'est chez lui une conviction idéologique assez profonde, puisque on sait que dès le milieu des années 1980, il s'est payé des pages entières du New York Times, par exemple, ou d'autres grands quotidiens américains, pour dénoncer le libre-échange. Il est farouchement opposé au libre-échange. Il n'y croit pas. Il a la nostalgie d'une époque qui se situe vers la fin du 19e siècle où l'Amérique était à peu près indépendante sur tous les domaines, sauf peut-être dans l'énergie et encore. C'est-à-dire qu'elle était autosuffisante, si vous voulez. Elle était autosuffisante, pas indépendante. Et puis il y a eu ce qui est pour lui l'âge d'or, ce sont les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Amérique a un produit national brut qui est 40% du produit mondial. L'Amérique produit 40% de la richesse mondiale. Mais très vite, l'Amérique a ouvert ses portes parce qu'elle en avait besoin. Et puis, on avait les mauvais souvenirs des années 30 qui avaient en tout cas facilité l'émergence de régimes politiques extrémistes, les totalitarismes, en tout cas en Europe, et ça avait conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a chez les puissances de l'époque, la volonté d'installer le libre-échange comme étant une des institutions de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On installe ce qu'on a appelé l'accord général sur le tarif et le commerce, le GATT, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce. On a changé de nom ensuite. Et donc l'idée, c'était que plus il y a de libre-échange, moins il y aura de conflits entre les nations et on croit, dur comme fer, à la théorie du libre-échange, c'est-à-dire que vous allez fabriquer ce que vous faites le mieux, et puis vous allez importer ce que votre voisin, lui, fabrique le mieux, et c'est le consommateur qui va en bénéficier à la fin. Je caricature un peu. Donc lui, il est carrément opposé à ça. Et il s'est opposé depuis toujours, mais particulièrement depuis 2001. 2001, c'est le moment où les États-Unis poussent l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, celle qui a suivi l'accord général sur les tarifs. Et donc, on avait déjà derrière nous toute une période de globalisation économique. Quand j'entends globalisation économique, ça veut dire qu'on procédait à des désarmements douaniers et tarifaires. On baissait les droits de douane et on baissait les taxes ou les accords ou les normes qui pouvaient passer pour des droits de douane déguisés. Et donc on pratiquait comme ça régulièrement des vagues de désarmement tarifaire. Lui s'y est toujours opposé, et notamment lorsque la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il y a vu une bêtise, un angélisme absolu de la part des Américains et des Occidentaux en général. Donc c'est chez lui une idée sur laquelle il vit, c'est à peu près la seule idéologie qu'on lui connaisse, si on peut parler d'un corpus de pensée pour essayer de penser le monde, c'est la seule qu'on connaisse chez lui. Il ignore naturellement
tout ce que le libre-échange apportait comme richesse aux plus pauvres des pays et à l'intérieur des pays aussi à un grand nombre de personnes. Il ignore toutes ces données et surtout, il commet, me semble-t-il, une caricature en disant que c'est le libre-échange avec la Chine qui a dévasté le paysage industriel américain. Or là-dessus, beaucoup d'économistes vous diront ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le libre-échange avec la Chine. Le libre-échange avec la Chine y a contribué, peut-être, pour un certain nombre de millions de jobs qui ont été perdus aux États-Unis. Je crois qu'on dit à peu près 11 millions dus à la concurrence chinoise, que Trump qualifie de concurrence déloyale. Il n'y a pas de syndicats en Chine, les salaires sont décidés par le gouvernement, etc., etc. Mais pour les millions d'autres emplois qui ont été détruits aux États-Unis, ce n'est pas la Chine, c'est la robotisation, c'est l'automation, c'est le fait que la demande des consommateurs a changé, qu'on utilisait moins de matières premières, et en revanche que la demande de services a explosé aux États-Unis même, pas simplement ailleurs. Et donc, voilà, il a une sorte de caricature comme ça de ce qui s'est passé ces 40 ou 50 dernières années, qui explique cette animosité personnel presque à l'encontre de la Chine. Jean-Marie ? Le tarif, c'est l'identité même de Donald Trump. On a vu récemment des extraits d'interviews télévisées qui dataient de l'époque où il n'était qu'entrepreneur, enfin fils de son père et dans l'immobilier, mais où déjà il rôdait un discours politique qui montrait qu'il aurait peut-être après des ambitions politiques. Et lui, sa grande théorie, c'est que quand il y a un déséquilibre dans la balance commerciale entre les États-Unis et un autre pays, cet autre pays triche, cet autre pays est coupable de vouloir abattre les États-Unis. C'est tout le procès qu'il fait à l'Union européenne. Il dit l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été bâti contre nous, qui a été bâti pour nous détruire, pour nous. Donc pour nous arnaquer. Voilà, exactement. Les autres arnaquent. Alors même que un grand problème pour les États-Unis qui sont en déficit avec la Chine, mais aussi avec l'Union européenne, c'est pour le coup un manque de compétitivité, tout simplement. Et donc, il nie cette réalité économique et il se réfugie derrière cela. Sur le protectionnisme, François Mitterrand avait coutume de rappeler à la tribune du Parlement européen, le protectionnisme, c'est la guerre. Et donc, c'est en effet pour cela que l'univers, et notamment l'Occident, s'était converti au libre-échange. Pour Donald Trump, le rapport des forces est la clé de tout. Donc forcément, il ignore cet argument sur le côté qui peut être mortifère du protectionnisme. Voilà pourquoi il se lance dans cette opération anti-chinoise, qui est en même temps, il faut le rappeler aussi, l'obsession chinoise, c'est aussi le propre de tous les présidents américains depuis George Bush, à peu près, qui en font progressivement en lieu et place de feu l'Union soviétique, le rival des États-Unis dans la lutte pour la prééminence à la fois politique, technologique, économique, ainsi de suite. Donc il y a tous ces éléments mêlés qui font que la Chine est en ligne de mire donc de Donald Trump, à charge pour les Chinois d'ailleurs de réagir peut-être un peu plus intelligemment qu'ils ne le font aujourd'hui. Il faut comprendre aussi ce qui est arrivé en Chine, l'évolution de l'économie chinoise et la politique économique décidée par la Chine. C'est souvent le cas avec Trump. Il arrive que sur une vraie question, il va bâtir une construction politique totalement folle, paranoïaque, complètement paranoïaque, conspirationniste, et qui fait qu'il vit dans sa réalité, dans une bulle de réalité qui est la sienne. Comme disait Jean-Marie, l'obsession du déficit commercial. Un déficit commercial n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout, comment on calcule, si c'est sur les biens, si on intègre les services. Si on intègre les services, la situation est différente. Et puis si on prend la valeur des biens qui rentrent dans un pays, par exemple un iPhone qui retourne aux États-Unis après avoir été assemblé au Vietnam ou en Inde, vous pensez bien que l'essentiel de la plus-value sur le iPhone, elle a été faite aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que revient l'essentiel du bénéfice sur un iPhone et non pas au Vietnam. Mais ça rentre comme une importation vietnamienne. Mais non, il n'a pas été inventé au Vietnam, le iPhone. Il a été inventé entre la Californie et New York. Mais enfin, voilà. Les Chinois, si vous voulez, sont dans une phase économique assez difficile, qui est la suivante. Ils avaient pour habitude de fonder leur croissance économique, une croissance économique historiquement exceptionnelle, sur leur talent, bien sûr, mais sur deux postes de consommation importants. Les infrastructures chez eux, les hôpitaux, les routes, le logement, le BTP, privé ou public, etc. Les infrastructures en général, y compris le logement.
et puis les exportations. Et ce modèle-là, ils savent bien que ce modèle avait des limites. D'abord, en ce moment, il traverse une crise des infrastructures, c'est-à-dire que le pays est parsemé et parcouru d'éléphants blancs, des autoroutes qui ne mènent nulle part, des ponts qui traversent aucune rivière. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire, à la croissance que vous pouvez accumuler en bâtissant des infrastructures. Il y a une limite. Autrement dit, l'investissement dans les infrastructures chez eux, il est de moins en moins productif. Donc ils en font moins. Alors, il reste le poste des exportations. Mais vous me direz, il y a la demande intérieure, la consommation des Chinois, qui peut tirer aussi la création de richesses en Chine. Pareil, si vous prenez un pays comme la France, par exemple, la demande intérieure est un élément clé, fondamental de la croissance française. Elle est élevée. Elle n'est pas élevée en Chine. Pourquoi ? Elle n'est pas élevée en Chine parce que la Chine n'a pas développé d'État-providence. Et quand vous n'avez pas d'État-providence et que vous devez payer sur ce que vous gagnez, votre retraite, votre santé et l'éducation de vos enfants, 3 postes qui sont en Chine la plupart du temps privatisés, où l'État n'y pourvoit que de façon minimale, eh bien, quand vous n'avez pas d'État-providence, vous épargnez. L'épargne chinoise est immense, les Chinois arrêtent de travailler assez tôt, ils estiment qu'à 60 ans, ils doivent pouvoir revenir au village et vivre jusqu'à 90 ans. Donc tout ça, c'est eux qui le financent au lieu de consommer. Et donc la Chine, voyant cela, a choisi de bâtir une machine d'exportation, si vous voulez, une capacité exportatrice au niveau mondial. Elle est pratiquement, je prends un exemple en caricaturant un peu, mais si les Chinois le pouvaient, ils sont en mesure de fabriquer et de vendre des voitures au monde entier. Il n'y aura plus que des voitures chinoises. Et c'est vrai pour certains autres produits. Donc, autrement dit, ils se trouvent aujourd'hui, et leur croissance dépend de leur capacité à exporter dans le monde entier, parce qu'ils ont laissé tomber l'État-providence, et parce que les Chinois ne consomment peu, donc la demande intérieure est très faible, et que par ailleurs, le 3e moteur de la croissance chez eux, qui était les infrastructures, eh bien, il est devenu de moins en moins productif parce qu'il y en a partout, il y en a trop. Il y a une limite à l'autoroute à 5 ou 6 voies. Et donc, on peut faire ce reproche aux Chinois d'être totalement dépendants de leurs exportations pour assurer la croissance. On doit le faire. C'est une distorsion dans le système commercial mondial. C'est une véritable distorsion. Et là, Trump met le doigt sur quelque chose, mais à sa manière, c'est-à-dire chaotique, folle, conspirationniste et paranoïaque. La Chine, atelier du monde, atelier industriel du monde, c'était un consensus général à une époque. Qu'on fixait même à la Chine un objectif d'entrer dans l'OMC, d'entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, parce que ça allait dans le même sens que tout ce qui s'était entrepris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui avait conduit au fond à l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc on pensait que par ce biais, par le commerce, par les échanges, par l'intégration progressive de la Chine dans le système général d'échange, on éviterait que la Chine devienne une puissance agressive et nationaliste. Il y a eu 2 évolutions majeures en Chine dans les années récentes. D'abord, les mots d'ordre du Congrès du Parti communiste, etc., qui consistaient en effet à changer de pied, c'est-à-dire nous étions l'atelier du monde et il faut désormais se tourner comme moteur de la croissance sur la consommation intérieure. Donc ce virage-là a été pris par les autorités chinoises, même s'il n'est pas encore aussi tangible qu'on le souhaiterait, mais c'est un virage qui a été pris. Et l'autre virage, c'est un virage nationaliste. Avec Xi Jinping, sont arrivés au pouvoir des équipes, et notamment le président, qui tient de plus en plus un discours nationaliste et qui fait que l'exemple qui est toujours donné, c'est celui des constructions navales. Donc il y a une politique d'armement en Chine qui est spectaculaire et qui fait que, en matière de bateaux de guerre, par exemple, la Chine, en 3 ans, construit l'équivalent de la flotte française. Mais ça, c'est tous les 3 ans, donc depuis le temps. Et l'interrogation qui est sur le devant de la scène maintenant, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces armements ? Ils vont bien finir par s'en servir un jour. Tout cela dans le cadrage d'un discours qui est un discours menaçant, en tout cas, dont le nationalisme ne se cache plus. D'où ce qu'avait tenté de se contenter à la fois Obama, puis ensuite Joe Biden, qui est d'une politique de containment. Contenir l'expansion éventuellement militaire de la Chine,
par l'économie. Et donc, Biden et Obama ont essayé de tisser des liens avec les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et l'Inde pour faire une espèce de barrière, en effet, pour unir tous ces pays-là sur le plan économique et pouvoir faire pièce à la puissance chinoise. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut regarder l'attitude chinoise aujourd'hui. Les États-Unis n'ont pas non plus d'État-providence, mais en revanche, les Américains consomment beaucoup plus que la société chinoise. C'est intéressant que vous nous parliez de cette société chinoise parce que j'aimerais savoir laquelle des deux sociétés, entre Chinois et Américains, peut être le plus préparée à cette guerre commerciale et tarifaire qui s'ouvre. Les Américains sont plus riches, mais ils ont peut-être aussi davantage à perdre. Autrement dit, qui a le plus besoin de l'autre, Pékin ou Washington ? Admettons que tous les autres pays concernés par ce barrage de droits de douane entrent dans une négociation, pendant 6 mois, on dit les Américains, 6 ou 9 mois, entrent dans une négociation avec les États-Unis. C'est vraisemblablement ce qui va se passer pour l'Europe, pour le Japon, pour l'Inde, pour la plupart des pays concernés. Bon, ça veut dire aussi qu'on accepte que les États-Unis nous collent 10% de droits de douane, parce qu'on discute au-delà des 10%. On discute sur les 25% sur les voitures européennes, la sidérurgie européenne, les menaces sur les alcools européens, etc., etc. Donc ça veut dire que déjà on est piégé et qu'on subit 10% de droits de douane des États-Unis qu'on pourrait très largement contester. La moyenne des droits de douane entre l'Europe et les États-Unis, biens et services, ça doit être 2,5%. Donc déjà, on peut contester ça et on ne sait pas trop quel sera le résultat de ce premier barrage de droits de douane. Mais sur les autres, on va négocier. Les Chinois ont fait du coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, 145. Quelle est la société la plus résistante à une bataille comme ça, à une bataille douanière ? Eh bien, écoutez, moi, je dirais qu'il y a déjà des différences. D'un côté, vous avez une dictature. De l'autre, vous avez malgré tout des élections. On va avoir des élections dans moins de 2 ans. S'il y a une récession aux États-Unis, même une récession assez faible, ça va changer le profil politique à Washington, en tout cas au Congrès. Ensuite, les Américains ont aussi, il ne faut pas sous-estimer ça, ils ont aussi une faculté à encaisser des chocs économiques et sociaux que nous n'avons plus en Europe. Il faut voir ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis, quand vous avez 15 ou 20 millions d'Américains qui perdent leur logement et leur job. Il faut voir ça. J'ai voyagé aux États-Unis à cette époque. Sur la route, toutes les maisons à vendre. Des employés, des ouvriers, la classe moyenne, des avocats, etc., se sont retrouvés sur le pavé. Et donc, je dirais qu'ils ont eux aussi une forme de résistance au mal économique et social, à la dureté de la vie économique et sociale. Voilà ce qu'on peut dire. Après, c'est évidemment, la structure politique est totalement différente. Et c'est là où on arrive à cette naïveté ou à cet angélisme dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que un homme comme Bill Clinton, il l'a écrit et il l'a dit, il était convaincu que, de même que son prédécesseur, Bush père, ils étaient tous les deux convaincus qu'il fallait que la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire qu'elle bénéficie aussi de ce désarmement douanier, de cette réduction des barrières douanières et tarifaires dans le commerce mondial. Et ils étaient convaincus que ça aboutirait à une libéralisation politique de la Chine. Pas forcément une démocratie à la suédoise, mais une libéralisation politique d'une certaine manière. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ils se sont totalement trompés là-dessus. C'était de l'angélisme et de la naïveté. Et ça, c'est vrai, ça ne veut pas dire que Trump a raison aujourd'hui, mais ça, c'est vrai, si vous voulez. C'était de la naïveté. Et donc, vous avez de côté un pays qui est resté un pays de parti unique et une dictature sous surveillance électronique impressionnante. Donc, des sociétés civiles chinoises qui sont extrêmement créatrices, extrêmement talentueuses, un pays qui produit par centaines de milliers des ingénieurs, des architectes, des médecins, des scientifiques et des chercheurs, mais un régime de parti unique. Et puis de l'autre côté, vous avez la démocratie américaine, soumise à rude épreuve par Donald Trump, mais jusqu'à preuve du contraire, il y aura des élections dans moins de 2 ans, en novembre 2027, aux États-Unis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Américains n'étaient pas les seuls. On parle aujourd'hui de naïveté, d'angélisme. Mais en même temps, à l'époque, les dirigeants chinois eux-mêmes,
quand on parlait avec eux. Je dis ça parce que moi, il m'est arrivé de croiser et d'écouter, et donc non seulement leur discours, mais puisque j'ai assisté à la rencontre entre François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, et Xi Jinping, pas Xi Jinping, pardon, Deng Xiaoping. Il s'était amusé d'ailleurs avec cette formule, vous savez, peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris, pour expliquer son virage économique. Et les dirigeants chinois de l'époque disaient, oui, la démocratie, mais pas avant 40 ans. Il disait pas non. Il disait qu'au fond, dans les 40 prochaines années, ce serait peut-être une marche lente mais réelle vers un système quasi démocratique, pas nécessairement comparable au nôtre, mais néanmoins. C'est ça qui a changé fondamentalement avec l'arrivée de Xi Jinping, qui est maintenant sur un discours totalement nationaliste, d'affirmation de la puissance chinoise, d'abord à travers toute la zone de l'océan Pacifique, donc qui menace Taïwan, qui menace à terme le Japon, qui menace ainsi de suite. Donc ça, c'est l'élément clé qui change aussi dans le contexte actuel. Et puis le phénomène très intéressant qui est en train de se produire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'origine asiatique qui sont aux États-Unis, dans des postes notamment de recherche intéressants, importants, et qui partent des États-Unis aujourd'hui, encouragés par Donald Trump. Et où certains vont-ils, et non des moindres, parce qu'il y a là-dedans des prix Nobel, ils vont en Chine et ils sont accueillis à bras ouverts par la Chine qui entend mener la lutte pour la suprématie technologique dans les secteurs les plus avancés en faisant appel à des scientifiques étrangers. Notamment, il y en a un qui est d'origine française et qui est prix Nobel et qui vient d'être installé comme professeur principal dans une des grandes universités chinoises. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres. Alors, on peut dire que ça joue sur quelques individus. Oui, mais c'est quand même un symbole fort. Je voudrais qu'on déplace maintenant la focale du globe terrestre sur nous, sur la France, sur l'Europe en tout cas. Est-ce que l'Europe va faire les frais de cet affrontement sino-américain ? Est-ce que éventuellement on va devoir choisir notre camp entre la Chine et les États-Unis ? Il est vraisemblable qu'on va souffrir, oui, il est vraisemblable qu'on va souffrir. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est dans la trêve. L'Union européenne a le monopole de la négociation sur le commerce extérieur, donc les Américains ont déjà dit « nous allons négocier avec l'Union européenne ». On a évité le pire sur les vins et les spiritueux. Il y a eu un front, si vous voulez, italo-franco-espagnol pour éviter le pire. Donc, il y a aussi ça. Il y a la tentation de la négociation entre les États-Unis et chaque pays essayant de défendre sa chance. Je crois que ce week-end, Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, est aux États-Unis, justement. Donc, il y a ça. Mais enfin, on a évité le pire, c'est-à-dire 20% sur tout, 25% sur les aciers et sur les voitures. Ça, c'est resté. C'est resté, on n'est pas revenu à 10%, ça c'est resté, mais on est dans un processus de négociation. Bon, mais pendant ce processus de négociation... Salué par Donald Trump qui a dit « Oh mais l'Union européenne négocie de façon très intelligente. » Oui, très intelligente, évidemment. On n'est pas ridicule et on n'est pas sans mesure de rétorsion. On a prévu... On les a suspendus immédiatement, mais on a prévu des mesures de rétorsion très efficaces sur les volailles, sur le jus d'orange, sur le tabac, j'ai noté, sur les yachts de luxe, sur, je ne sais plus, sur les diamants, sur les cosmétiques, etc. On pouvait vraiment se battre, peut-être pas à armes égales avec les États-Unis, mais on a de quoi leur répliquer, bien sûr, aux dépens, évidemment, de la croissance, de l'emploi, de tout ça. Ça a un coût. De rentrer dans une bataille tarifaire, vous vous appauvrissez, vous vous enrichissez pas. Et donc ça a un coût. Donc voilà, on en est là, mais on a un risque majeur qui plane au-dessus de nos têtes. Ce risque, c'est que la machine à exporter chinoise, avec la puissance qu'on lui connaît, le talent aussi qu'on lui connaît de ses produits et des produits de plus en plus sophistiqués, eh bien cette machine, il lui faut un déversoir. Si le marché américain, qui est le premier marché du monde, c'est pas nous, c'est eux, contrairement à ce qu'on nous raconte. C'est eux, si vous voulez, en valeur absolue. L'estimation, c'est que la valeur absolue du marché américain, ça représente à peu près 18 000 milliards de dollars. C'est pas le cas. Nous, on doit être à 13 000 ou et quelques milliards de dollars, ce qu'on représente en pouvoir d'achat potentiel, si vous voulez, nous, l'Union européenne. Eh bien, ils vont se tourner vers nous.
ils vont se tourner vers nous. Les Chinois vont nous attaquer encore plus durement. Ils vont mettre les bouchées doubles pour vendre leurs produits, et notamment les produits chers, les produits les plus sophistiqués. Ça va de la machine-outil en passant par l'informatique, l'automobile, la robotique, l'automobile, les véhicules électriques notamment. Ils ont déjà complètement trusté le marché d'une partie de l'énergie durable. Donc, et certains ports européens débordent de voitures électriques chinoises qui ne s'écoulent pas. Prenons-nous, moi je circule dans les rues de Paris, naturellement en prenant les risques de tous ces pollens, de toute la verdure dont on nous accable maintenant dans les rues de Paris, je vois de plus en plus aussi de voitures chinoises. Donc oui, il y a le risque, c'est que nous soyons le déversoir de l'industrie et de la puissance exportatrice chinoise si elle ne peut plus ou si elle est diminuée aux États-Unis. Ça n'est pas automatique. Et je veux dire, là, pour le coup, l'Europe a déjà commencé de se défendre face à cela et à discuter aussi avec la Chine. Mais tout ça fait partie, en fait, du grand remue-ménage que nous vivons, à travers lequel nous vivons, et qui est toujours un peu sur la crête. C'est-à-dire que le pire n'est jamais sûr, mais on est quand même, d'une certaine façon, au bord du gouffre. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est le fait que désormais, la Chine avance, n'est plus masquée dans ses ambitions. Et alors, le fait que la grande contradiction sur laquelle je voudrais interpeller Alain, c'est que la Chine, jusqu'à présent, et la Russie faisaient route commune contre l'Occident. Vraiment, Alain le rappelle souvent, c'est la fameuse déclaration de février 2022, où ils établissent qu'ils veulent sortir de l'ordre créé après la Seconde Guerre mondiale pour bâtir le leur entre eux et affaiblir l'Occident, voire dissocier l'Union européenne, etc. Sauf que maintenant, la donne change. Il y a toujours cette volonté russo-chinoise, mais il y a un acteur qui s'est joint à l'équipe, c'est Donald Trump. Non pas dans ses discours ou ses prises de position, mais dans ses actes, où il contribue à l'affaiblissement général de l'Occident. Une espèce de... Le mot qui revient le plus dans les témoignages qui viennent des États-Unis et de la presse américaine, c'est le mot suicidaire, ou c'est le mot on se tire une balle dans le pied. Comment réagir? Parce que là, pour le coup, ça n'est plus la même chose. Là, ça n'est plus l'Europe face à la Chine, c'est l'Europe face à la Russie, face à la Chine et face aux États-Unis. C'est là qu'est je pense, notre plus grand problème et notre plus grande difficulté. Et beaucoup de gens aux États-Unis, évidemment les démocrates, mais aussi certains républicains, disent à Donald Trump: lorsqu'on veut affronter la Chine, lorsqu'on tient le discours que tu tiens sur la Chine, c'est-à-dire celui d'une concurrence totale, d'une rivalité globale avec eux, économique, technologique, commerciale, militaire, eh bien on part pas sans ses alliés. Or, tu viens de te brouiller avec tous tes alliés, en Asie et en Europe. Tu viens de les mépriser, de tenir des propos méprisants sur l'Europe. Les Asiatiques, les Taïwanais, les Japonais ont peur que les alliances qu'ils ont avec les États-Unis ne valent plus grand-chose avec Trump. Et donc, autrement dit, il y avait déjà un affaiblissement du bloc occidental, il y avait déjà cette volonté farouche de la Russie et de la Chine de solliciter de plus en plus de pays du Sud global pour en finir avec l'hégémonisme occidental, enfin ce qu'ils appellent l'hégémonisme occidental. Et bien maintenant, c'est encore plus compliqué parce que non seulement l'alignement de Trump sur beaucoup des positions russes en Europe, la détestation que Trump manifeste à l'égard de l'Europe, tout ça a diminué, a scindé en deux le bloc occidental, ça a créé un schisme en Occident et donc il n'est pas capable de rallier derrière lui des pays comme l'Europe, le Japon et les autres, comme l'aurait fait un autre président américain, comme avait tenté de le faire Barack Obama, de rallier un certain nombre de pays d'Asie et l'Union européenne plus la Grande-Bretagne et d'autres pour faire bloc à un expansionnisme commercial chinois incontrôlé, commercial et militaire, comme le rappelait Jean-Marie. Tu vois, la flotte chinoise, c'est la plus grande flotte du monde, 400 bâtiments de guerre. Absolument, et qui continue de grandir chaque année. Mais enfin, on peut se rassurer parce que Trump a dit récemment de Xi Jinping: je l'aime bien, c'est un bon gars, etc. Donc c'est assez hallucinant, ou c'est un ami, enfin, je veux dire, dont il présente les choses qui entraînent irrésistiblement le fait que trouve grâce aux yeux de Donald Trump celui qui lui fait des compliments. Et donc probablement Xi Jinping a dû le savoir. Donc on est en même temps presque dans une cour de récré d'école maternelle. Trump a dit hier: Xi Jinping, je vais recevoir bientôt un appel téléphonique.
Eh bien, nous suivrons tout ça de près dans Le Monde devant soi, le prochain appel téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump. Merci beaucoup Alain Frachon, merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi et mercredi prochain, vous retrouverez ici même New Deal. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.